Donc Henri, on va continuer la discussion. Ouais. On a parlé un peu de tes protos, des jeux, mais je sais qu'il y a autre chose en ce moment qui vient de naître, qui vient d'émerger, qui est en train de se passer, qui fait partie du monde du jeu, qui n'est pas un jeu, qui n'est pas quelque chose de physique. C'est ça. C'est la création de la SAGE. La SAGE, c'est quoi exactement? Alors, la SAGE, l'acronyme, c'est la Société des auteurs de jeux. D'accord ? Donc, le principe de la Société des auteurs de jeux, c'est un groupement d'auteurs francophones, en fait, qui s'est monté à l'initiative de Romaric Gallonnier et d'autres auteurs qui ont voulu que les auteurs se rassemblent et se fédèrent francophones, parce que c'est vrai qu'un tel groupement n'existe pas. Il n'existait pas, maintenant il existe. Il y a eu des tentatives qui ont été faites par le passé, la Maison des auteurs de jeux il y a 20 ans, etc. mais pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a rien. Voilà. Il y avait des groupements d'auteurs déjà. Alors, voilà, il y a des groupements d'auteurs régionaux qui se sont faits, et je vais en parler, puisque c'est aussi sur ça que s'appuie la SAGE, surtout. Mais il n'y avait rien de national, ou en tout cas francophone, mieux que national, francophone, parce que ça comprend aussi la Belgique, le Canada, la Suisse, ça peut comprendre tout ça. Bah oui, parce que nous on part du principe que c'est des auteurs francophones, c'est-à-dire pas seulement français, c'est de langue française on va dire, si tu veux, parce que nous c'est... Je sais pas pourquoi ça s'arrête à la barrière de la langue, on va dire que c'est comme ça, je ne saurais pas te dire. Pour commencer, pour créer un début peut-être. Voilà, c'est bon, voilà. Les auteurs de jeux mondiaux. Ouais, bah il y a déjà la SAZ qui existe en Allemagne. Donc, alors je pourrais pas te la refaire en allemand, c'est la Spiele Autorumsaft, un truc comme ça. C'est la société des auteurs de jeux allemands, quoi, en gros, qui existe elle depuis longtemps, puisqu'ils ont déjà négocié avec les éditeurs de jeux allemands, ils avaient réussi à faire quelque chose. C'est eux qui ont obtenu, entre autres, d'avoir le nom des auteurs sur les boîtes, figure-toi, donc ils ont déjà fait un boulot là-dessus, mais au niveau de l'Allemagne. Nous, on a hérité de ça, par exemple, puisque les éditeurs français ont repris ce genre d'habitude. Pour la plus grande part, maintenant, ils mettent le nom de l'auteur en facing. Certains ne le font pas, bon ben voilà, il n'y a pas de sanction, c'est pas contraignant, mais c'est apprécié parce que c'est dans l'intérêt de tous, bref, on va pas en parler ici. Donc la SAGE. Il s'est passé qu'au Festival de Cannes, il y a eu la première assemblée générale de la Société des auteurs de jeux, qui était constitutive dans le sens où il y avait des premiers statuts, il y a eu la proposition du premier conseil d'administration, etc. On était une quarantaine à être présents à l'assemblée au Festival de Cannes, parce que on n'était pas nombreux, parce que déjà il y en avait plein qui avaient d'autres rendez-vous, que déjà tous les auteurs de jeux francophones ne peuvent pas se déplacer au Festival de Cannes forcément. Mais bon, on était une quarantaine, ce qui était bien, et surtout, c'était pas mal, et puis surtout c'était histoire d'acter officiellement la création de quelque chose. Et la volonté c'était d'avoir au moins un représentant de chaque groupement local. D'accord. Alors pour reparler un peu des groupements locaux, il existe actuellement, donc il y a le Graal à Rennes, dont je fais partie, dont on a déjà parlé, puisque l'UD des Plumes vous nous avez reçus plusieurs fois. Donc c'est le groupement d'auteurs rennais plutôt, on est autour de l'agglo rennaise. Voilà. Il y a aussi le Malte à Toulouse, la CAL à Lyon qui était le premier, et c'est d'ailleurs encore le plus gros groupement d'auteurs francophones, c'est la CAL, c'est le plus vieux, voilà, avec Alexandre Droit, Florent Toscano, Agnès Largeau et puis d'autres que je n'ai pas nommés et qui vont se vexer, mais c'est pas grave. Je parle des premiers qui me viennent à l'esprit. Et, il y a le Cajot à Nantes. Il y a le Cajot à Nantes et en dessous, enfin dans toute la région de Nantes et Charente, voilà. Qui fait aussi partie de l'Ouest, un peu comme nous le Graal. Il y a aussi 3D qui est groupement qui est de Bretagne Sud plus déjà. Et puis voilà, là je crois que c'est un peu tout. Après il y a peut-être aussi le groupement d'auteurs mais qui ne sont pas fédérés, qui n'ont pas communiqué, qui n'ont pas d'acronyme, entre autres et tout ça machin. Et dans ces cas-là, après la naissance de la SAGE, ce sera à eux de se manifester et que voilà. Mais notre ambition de la SAGE, c'est de s'appuyer sur ces groupements locaux. Parce que les buts de la SAGE, à quoi ça sert ? C'est ça. Pourquoi la SAGE ? Le principe, c'est déjà de faire en sorte que donc les auteurs se regroupent entre eux et coopèrent, c'est-à-dire de faire, nous, je veux dire, les groupements, ce que nous on fait déjà, on se retrouve pour travailler ensemble nos prototypes dans un esprit de collaboration, c'est-à-dire les auteurs sont, oui, certes, en concurrence parce qu'on propose les jeux au même éditeur, mais le principe, c'est au contraire de la jouer de l'entraide, c'est-à-dire qu'on va donner des idées, on va essayer d'améliorer le proto de l'autre parce que c'est un retour de... c'est un retour de bon procédé, l'autre il va être donné de soi pour essayer de nous aider, et voilà, puis ça crée des liens aussi, c'est pas seulement des groupements professionnels, ça crée des liens humains. Des liens humains, et c'est un travail sur le produit, on va dire, on amène quelque chose et c'est... c'est ça, parce qu'on est forcément plus malin à plusieurs que tout seul, que des fois on patauge, on pédale dans la semoule sur un prototype, on n'arrive pas à s'en sortir, et mine de rien, les retours du public, même s'ils sont précieux, ça vaut pas les retours de professionnels, de types qui eux aussi essayent de mettre les mains dans le cambouis, qui ont peut-être déjà eu le même souci, qui ont, par exemple, qui ont pu avoir des prototypes qui tablaient sur les mêmes mécaniques, qui ont dit tu sais, moi sur tel jeu j'ai eu ce problème-là, j'ai fait comme ci comme ça, j'ai revu le problème en prenant dans ce temps-là, ah oui c'est intéressant machin. On a des discussions très intéressantes, on a des soirées très productives
on passe quasiment plus de temps à papoter qu'à jouer parce qu'on fait quelques tours d'un jeu, machin, et puis ensuite on en discute, etc. Et donc voilà, donc les groupements d'auteurs, ça sert à ça. Le but, c'est d'obtenir cette entraide-là à un niveau national, c'est-à-dire de fédérer tous ces groupements d'auteurs, de permettre aux auteurs amateurs, débutants, isolés, soit de créer entre eux leur groupement d'auteurs ou de rejoindre un groupement d'auteurs existant, parce qu'il y a des endroits de la France, il y a des zones géographiques où il n'y a pas de groupement d'auteurs. Donc dans ces cas-là, soit ils trouvent les autres auteurs qui habitent près de chez eux sans le savoir, tu vois, c'est la magie des réseaux sociaux, je veux dire, ou de l'internet, sans le savoir, de se regrouper avec les auteurs qui sont géographiquement à côté d'eux, et soit de rejoindre le groupement qui est pas loin de chez eux, et donc de plus rester seul, quoi, voilà. Et là, du coup, la SAGE, ça va au-delà, parce que là, on pourrait croire qu'après que les auteurs se soient fédérés entre eux pour travailler ensemble, plusieurs, c'est tous les groupuscules d'auteurs, enfin tous les groupes qui vont se fédérer pour créer un gros groupe. Ça va être difficile là. On va pas, je veux dire, on peut pas travailler. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais non, mais c'est pour aller au-delà justement. Oui, voilà. La SAGE, c'est pour faire autre chose. C'est pour faire autre chose. Donc là, on s'appuie pour se retrouver entre nous et pour se fédérer au niveau local, parce que il faut que ça reste une association qui soit à l'échelle humaine, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des contacts qui se créent. C'est du réseau humain qui doit se créer. Hein. On sait que le jeu de société, le réseau, le milieu de jeu de société se marche aussi comme ça. On fait énormément de belles rencontres, on crée des liens entre des gens qu'on rencontre, on se voit tous sur les festoches, on se recroise, on se dit bonjour, etc. C'est aussi par ça que ça fonctionne, c'est ça la force du milieu associatif ludique, entre les ludothèques, les boutiques, les auteurs, les éditeurs. On sait qu'on a un milieu, on sait qu'on a un tissu comme ça global qui est très fort, avec des liens très étroits au niveau national, local, partout. Et donc il faut continuer ça, propager ça avec les auteurs. Bref. Donc, la SAGE, elle, par contre, elle a des ambitions qui sont beaucoup plus nationales, officielles. Voilà. Les missions de la SAGE, qu'est-ce que c'est ? Une des premières missions, c'est d'arriver à définir un statut fiscal, obtenir un statut fiscal pour les auteurs de jeux. Actuellement, il a toujours été dit, depuis des années, on a dit les auteurs de jeux n'ont aucun statut fiscal. Si tu vas aux impôts en tant qu'auteur de jeu, tu as ton premier jeu publié, tu touches des droits d'auteur, dans quelle case je les déclare ? D'accord ? Tu vas aux impôts, ils vont te dire on ne sait pas. On ne peut pas te le dire. Voilà, donc c'est de l'argent, il faut que tu cotises dessus, c'est évident, on ne peut pas te le dire. Bruno Catala disait, quand il a eu ce problème il y a 10-15 ans, il a été aux impôts, on lui a dit, vous créez une société à votre nom, et il faudra cotiser de vous-même à l'URSSAF pour payer, voilà, machin. Mais c'était boiteux, parce que dans les textes, on n'apparaît nulle part. Donc il faut qu'on obtienne un statut fiscal, voilà. Il se trouve que maintenant les choses ont un peu changé. Alors c'est un dossier qui est encore à l'étude, si tu veux. On a créé une commission pour ça, parce que la SAGE fonctionne par commission. C'est un dossier, il faut qu'on se renseigne énormément. Et au fur et à mesure des c'est le début, c'est normal, on peut pas. Voilà, donc là je vais t'en parler, mais c'est encore en train c'est en train d'émerger. Ce ne sera pas des vérités définitives, c'est encore en train d'être étudié. Voilà, là, on parle des idées, enfin de ce que voilà, c'est ça. Vers quoi vous allez tendre. L'association a été déclarée au journal officiel il y a à peine 3 semaines, donc c'est tout neuf, quoi. Voilà. Mais ces missions-là sont définies. Donc le statut fiscal, là par exemple, Thomas Warchek disait, et d'autres, disent que les AGSA, qui est l'organisme auquel peuvent déclarer les auteurs de romans, les auteurs d'œuvres d'art graphique, etc., cotisent déjà. Moi par exemple, je suis graphiste indépendant, je cotise à la Maison des artistes et aux AGSA. D'accord ? Les game designers de jeux vidéo, par exemple, ceux qui créent des logiciels, les codeurs, peuvent développer, les freelances peuvent cotiser aux AGSA. D'accord. Alors que nous, on n'est pas dans les textes des AGSA. Alors par contre, donc Thomas Warchek et d'autres disent que les AGSA sont venus les chercher pour leur dire vos droits d'auteur, il faut les cotiser aux AGSA. Ce qui est absolument énorme. Parce que ça veut dire, les implications que ça veut dire que les AGSA eux-mêmes, qui est un organisme officiel, considèrent que les auteurs de jeux de société, les droits d'auteur qu'ils touchent, ça veut dire que les auteurs de jeux de société sont des auteurs d'œuvres de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a un pas qui a été franchi. C'est une énorme avancée sans qu'on ait rien fait. C'est-à-dire que les mœurs sont changées dans les 10 ans qui se sont écoulés sans qu'on le sache, si tu veux. Et on l'a découvert juste en discutant entre nous. Donc ça veut dire qu'il y avait ce besoin de communication, là on le sait. Après il y a juste nous, avec cette structure officielle, à mettre l'impulsion pour dire maintenant il faut nous écrire dans les textes. Maintenant il faut que les textes ils soient raccords, quoi. C'est bien beau de venir nous prendre de l'argent pour une cotisation sociale. C'est plus de la théorie, c'est plus voilà. Il me semblerait qu'il faille faire comme ça. Voilà, il faut nous mettre dans les textes. Et c'est bien beau de venir chercher l'argent de ceux dont les revenus dépassent plus 1 000 € par an, puisque c'est ça pour le seuil pour être affilié aux AGSA. Mais maintenant il faut que les autres qui cotisent, qui ont moins de droits d'auteur, ils aient le droit de venir s'inscrire aux AGSA aussi, quoi, pour cotiser chez vous, quoi. Voilà. Bref. Donc le statut fiscal c'est ça. Ok. De quelle manière tu déclares tes droits d'auteur sur ta fiche aux impôts et de quelle manière tu vas cotiser tes charges sociales, etc. Donc, là, on va bosser là-dessus. L'autre mission de la SAGE, c'est de travailler sur tout ce qui est éditorial. C'est-à-dire
Les contrats, clairement, de point de vue concret, c'est on va parler entre nous de nos contrats, on va parler de quelles clauses, processus éditorial, c'est aussi plus large, c'est-à-dire comment démarcher les éditeurs, comment ça se passe avec la plupart, même si on sait que les processus éditoriaux sont différents souvent avec tel éditeur avec tel autre, etc. C'est ce que j'allais dire, tu penses qu'il y a moyen d'uniformiser un petit peu le... Peut-être, faut voir. On ne veut pas forcément obtenir une charte avec un contrat type, ce serait une piste, mais pas forcément, je ne sais pas. On va voir vers quoi on se dirige, il faut qu'on en discute encore entre nous, parce qu'après, il y a des fois des éditeurs internationaux qui ont certains besoins, d'autres pas, bref. Et puis voilà. Nous, avant toute chose, ce qui nous importe beaucoup, c'est d'essayer d'identifier des clauses abusives et d'essayer de prévenir les auteurs, dire voilà, si telle clause vous apparaît dans un contrat, essayez de la négocier parce que c'est abusif. Voilà. Nous, c'est quelque chose qui se produit déjà énormément dans le milieu des graphistes indépendants, des illustrateurs, des créateurs donc indépendants. Et c'est quelque chose sur lequel on se serre beaucoup les coudes et on dit tel éditeur m'a proposé tel contrat pour un livre pour enfants. Ah ben non, refuse ça, c'est abusif, c'est horrible. Dis non, essaye de négocier ça et tout machin. C'est quelque chose dont il faut qu'on soit solidaire de ce point de vue-là et qu'on essaye d'en parler entre nous. Après, on verra. Il y a un truc qu'on va essayer de faire, c'est à la fin de l'année, c'est très important. On va essayer de faire une consultation où on va essayer de produire un questionnaire que tous les auteurs de jeux francophones, ou en tout cas un maximum, on va essayer d'avoir un maximum de retours de données, de data si tu veux. On va leur dire voilà, alors, ça va être une consultation anonyme. Donc quel jeu vous avez publié, quel tirage, comment s'est passé le processus éditorial, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous avez été déçu, satisfait, qu'est-ce que vous auriez préféré que ce tout machin, sur quelle zone géographique, quel pourcentage vous avez eu sur votre contrat, par rapport à quel tirage, est-ce que votre éditeur c'est un éditeur distributeur, parce que ça change la donne. On va essayer de remettre ces chiffres dans leur contexte aussi. Tout ça, aussi la question du statut fiscal, comment déclarez-vous vos droits d'auteur actuellement, comment est-ce que vous bricolez cette histoire-là, etc., etc. Donc cette consultation elle va avoir lieu en fin d'année et donc on espère récupérer un maximum de données et après pouvoir produire un rapport pour dire voilà en 2017 ou peut-être en 2018, le rapport ça va voilà en 2018 l'état des lieux, un auteur de jeu en moyenne ça touche tant, parce que ça produit tant, c'est voilà, est-ce qu'il est... Et donc en tirer des conclusions, est-ce qu'il est possible de se professionnaliser ? Parce que on est d'accord que par exemple... Tu vas avoir quand même du retour parce que généralement quand on parle d'argent, c'est un peu le sujet qui fâche. Ouais, alors attends, on va faire ça bien, c'est-à-dire que... Oui, alors le truc c'est qu'on va faire ça bien. On ne veut pas mettre en porte-à-faux les gens, d'accord ? On veut pas... Les éditeurs c'est nos partenaires. On va discuter avec eux de cette consultation en amont de toute façon. De toute façon, il n'y a pas de confidentialité qui tienne par rapport au contrat. On a bien regardé les contrats. Il n'y a pas de confidentialité sur les contrats qui est notée. C'est-à-dire que ces éléments peuvent être communiqués à ces fins-là. On a le droit de le faire. Après, c'est plus une question de principe, c'est de la confidentialité de principe. Oui, voilà. Il y en a. Le fait que la consultation soit anonyme, c'est-à-dire que les auteurs, je ne vois pas pourquoi ils ne voudraient pas communiquer ces infos-là, puisque leurs noms et leurs informations ne seront pas communiquées. Les données après seront communiquées que de manière rassemblée, de manière fusionnée. Nous, on va en tirer des axes. On va dire sur les 400 auteurs, voilà la moyenne. Sur les 400 auteurs, 10% ont plus que tant, 10% ont moins que tant, etc. Donc, ce ne sera jamais nominatif, etc. Les auteurs, je ne vois pas pourquoi On va aussi faire appel aux éditeurs pour qu'ils nous donnent leurs chiffres. Je sais que de leur côté, l'Union des éditeurs de jeux sont en train de produire leurs propres chiffres pour essayer de produire leurs propres données par rapport au secteur. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas prêts, eux, à partager leurs chiffres avec nous sur le côté relation avec l'auteur. On va voir. On va en discuter. Mais l'essentiel, c'est que ça se passe bien. D'accord ? Donc, à côté de ça, on va pouvoir mettre ça en perspective pour dire, l'état des lieux, est-ce qu'il est possible pour un auteur de jeu de se professionnaliser, dans quelles conditions, etc. etc. Il faut savoir actuellement que, si tu veux, je le dis, toi tu le sais sans doute, mais je le dis pour ceux qui vont nous écouter ou nous regarder, un auteur de roman, c'est payé en moyenne 8% sur le prix de vente public, en droit d'auteur, d'accord ? Un auteur de jeu de société, c'est payé en moyenne 6% sur le prix de vente éditeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires éditeur. Le chiffre d'affaires éditeur correspond à peu près un tiers du prix de vente public. Là, je parle des éditeurs qui ne sont pas éditeurs-distributeurs, d'accord ? Un tiers. Donc, en gros, on est payé moins de 3 fois le prix de vente public. Le prix qu'on l'achète. Par rapport à un auteur de roman, on est payé 3 fois moins. Donc, le truc, c'est que si on va être amené à être considéré comme des auteurs d'œuvres de l'esprit, et le jeu est de plus en plus amené à être traité comme un objet culturel, il va falloir un moment qu'on soit rémunéré comme tel, si tu veux. Je veux bien admettre que, si tu veux, dans une certaine mesure, c'est évident qu'on touche à des milieux de la création et qu'il faut que tes œuvres elles aient du succès pour que tu puisses en vivre, et c'est normal. Je veux dire, un auteur de roman qui fait un roman qui est tiré à 200 ex, qui ne se vend pas et que c'est foutu, il ne pourra pas en vivre.
moi si je fais un jeu et mes jeux ils sont nuls et qu'ils se vendent pas parce qu'ils sont mal édités, mal distribués, tout ça, c'est logique que je puisse pas en vivre. Je demande pas à ce que ça nous tombe tout de suite dans la bouche. On sait qu'on est sur des domaines de commerciaux qui sont. Il y a du commerce qui dépend. Il y a du commerce, il y a la boutique, il y a tout un tas de paramètres que je ne veux pas remettre en question. Mais à la base, si tu veux, dans le fondement, dans le principe de comment le système est organisé, on a une grosse disparité, si tu veux. Déjà, il y a une énorme disparité entre les pourcentages qui sont attribués par les différents éditeurs, mais ça, on en reparlera. Il y a aussi une grosse disparité entre les auteurs de jeux et les auteurs de romans, par exemple. Donc ça, on verra comment ça se passe, mais dans le temps, il est clair que la Société des auteurs de jeux a vocation à défendre les intérêts des... Voilà. Et vu qu'on ne peut pas se professionnaliser, la façon qu'on aurait de se professionnaliser, c'est de dire, il faut qu'on soit payé sur le prix de vente public. Voilà. Et sans remettre les pourcentages au prorata pour que ça revienne à ce qu'on gagne la même que maintenant, si tu veux, c'est pas le but. Alors évidemment, c'est un coût qui va être très difficile à encaisser pour les éditeurs et surtout les plus petits, malgré le fait que certains éditeurs-distributeurs se payent des stands de la taille du Guatemala à Essen, tu vois, et pourtant, ils ont du mal à faire nourrir leurs enfants, mais on va pas me la faire, si tu veux, bref. Je ne veux pas être trop revendicatif, encore une fois, c'est des partenaires, hein, tu vois. Mais non, le principe, c'est que si tu veux, il y a de fortes chances pour que personne veuille lâcher des billes dans l'histoire, ni le distributeur, ni les boutiques, ni les éditeurs. À juste titre, sans doute, parce que je suis d'accord que les boutiques ont leur charge et leurs employés à payer. Éditeurs, pareil, je sais que la société est un objet cher à produire. Le distributeur doit envoyer un mail par semaine, je comprends que ça lui coûte cher. Et donc forcément, voilà. Mais dans l'histoire, il y a des chances pour que personne veuille lâcher ses marges et que si l'auteur doit être payé décemment pour pouvoir se professionnaliser, ça doit s'accompagner par soit une hausse du prix des jeux, soit imaginons par exemple, même si à mon avis ça se passera pas comme ça, mais imaginons que le jeu de société soit traité comme un objet culturel et qu'on passe de TVA de 20 à 5,5, il y a 15% qui passe à la trappe, tu vois, pourquoi pas les filer une partie aux auteurs pour qu'ils soient payés décemment, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc votre travail, vous, en créant la Sage, ça va être d'essayer d'harmoniser tout ça, ça va être justement, comme tu disais, d'uniformiser un petit peu. Ça va être un travail de discussion avec les partenaires, surtout, c'est ça. Si tu veux, parce que on n'est pas un syndicat, on va pas sortir les pancartes. Après, et puis le truc, c'est qu'il faut bien voir qu'on n'a aucun levier de négociation. Je veux dire, ça sert à rien faut pas se mentir. Des auteurs de jeux, il y en a partout dans le monde. Nous, association d'auteurs francophones, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut pas faire comme la grève des scénaristes, c'est-à-dire payez-nous décemment ou on arrête, quoi. On s'en fout. Enfin, les éditeurs, ils trouveront toujours d'autres jeux. Il y a des nouveaux auteurs, il y en a tous les ans. Des bons jeux, il y en a partout dans le monde, etc. etc. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir des discussions avec les différents partenaires, voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Mais voilà, on est là pour essayer de faire notre part du boulot pour défendre les auteurs. Voilà. D'accord. Donc cette part-là des contrats, de professionnalisation des auteurs, etc. Ça, je parle surtout des auteurs qui veulent se professionnaliser. La mission de la Sage, c'est aussi d'orienter, d'informer les auteurs qui, eux, veulent pas du tout se professionnaliser, qui sont juste, ils ont déjà leur métier, ils kiffent juste de faire les jeux de société par passion. L'aboutissement pour eux de ce travail, c'est de faire éditer leurs jeux. Mais voilà, ils s'en foutent d'être payés beaucoup ou pas, voilà. Ils veulent juste voir leur jeu dans une belle boîte, en boutique, ils sont contents de faire ce processus-là, c'est un rêve de gosse ou pas, voilà. Et c'est légitime, enfin, ça a valeur. On ne veut pas s'adresser que aux auteurs qui veulent se professionnaliser, on veut aussi parler aux auteurs débutants amateurs pour les informer, leur dire voilà, il y a telle info à prendre, il y a tel concours de créateurs, voilà quelle démarche il faut effectuer, voilà comment on peut démarcher les éditeurs, voilà à quoi il faut penser, etc. Un accompagnement en plus. Un accompagnement, alors pas personnalisé, on ne pourra pas se permettre de faire ça parce qu'on n'aura pas les gens pour le faire. Ça en fait, ça va être le rôle des groupements d'auteurs locaux. Oui. On va l'apprendre avec ses pairs. D'avoir des réponses peut-être que vous n'avez pas encore et de pouvoir justement... Ouais, et si tu veux, on va essayer d'émettre des PDF, des fiches infos qui vont dire, par exemple, quand on aura plus de réponses sur le statut fiscal en disant comment déclarer ses droits d'auteur, une fois qu'on aura statué sur ce truc-là, on pourra mettre ces infos-là. Vous aurez plus de force, plus de poids, parce que vous serez plus nombreux. Voilà. Vous aurez des infos ou des négoces. Exactement. Vous les mettez à jour et puis là vous les transmettez aux différents groupes qui eux on les retransmet. Et on va essayer, on va essayer de faire un travail d'information un peu plus ponctuel. C'est encore en discussion, mais on va essayer de faire par exemple une newsletter chaque mois où on donnerait les prochains concours, les prochains festoches où on peut se rencontrer, où on peut adhérer, etc. etc. Ça, ce sera plus ponctuel. Mais voilà, donc la Sage, ce sera bosser sur le statut fiscal de l'auteur, défendre le droit des auteurs d'un point de vue contrat, etc. Un travail d'information sur les auteurs débutants amateurs et le travail on va se regrouper pour essayer de travailler ensemble, quoi, tout simplement, parce que juste l'occasion de faire de belles rencontres.
c'est ça. Voilà. On comprend qu'il y en avait besoin par rapport à toutes les discussions qu'on a eues déjà. Oui, et puis c'est surtout que le nombre d'auteurs explose, quoi. Oui, le marché explose, donc le nombre d'auteurs. C'est bien effectivement de fédérer tout ça, c'est bien de créer quelque chose, c'est bien que tout le monde s'y retrouve. C'était nécessaire. De penser au nouveau comme au plus ancien. Ouais. Donc la SAGE, tu l'as dit, est tout nouveau. Vous venez de créer les statuts, c'est il y a 3 semaines qu'ils ont été déposés. On va espérer, il ne faut pas de raison, mais que ça perdure et que ça aboutisse moins. Ouais. Et puis alors, il faut voir, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ça m'en est bon, point de vue temps. Ouais. En fait, notre but, c'est de faire une association qui soit pérenne, au point de vue de légitimité, crédibilité, parce qu'on veut discuter avec des administrations. Tout ce dont je parle par rapport au statut de l'auteur, etc., ça risque de nous prendre des années, si tu veux. Donc le principe, c'est que normalement, les associations, tu sais, t'adhères, et puis chaque année, il faut réadhérer. Nous, on a fait un autre choix. Alors c'est encore en discussion, il faut qu'on en parle, donc là ce que je veux dire, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, mais pour l'instant les membres du conseil d'administration actuel sont tous tombés d'accord. On va en parler avec les membres de l'association, on doit faire une assemblée, pas une assemblée générale, mais on doit faire un rassemblement à Paris Ludique là bientôt. Et on va en parler avec les membres si on est tous sur la même longueur d'onde, mais actuellement on est sur un modèle où on voudrait que quand tu adhères à la SAGE, tu sois membre à vie. Le principe, si tu veux, c'est que si on fait une adhésion qui doit être réitérée chaque année, tu payes tes 15 € chaque année, évidemment, ça nous fait une manne financière qui nous permet de fonctionner chaque année et c'est nécessaire. En revanche, ce qui va se passer, c'est que nous, le travail qu'on va faire, la SAGE, ça va être pas très concret. Parce que si tu veux, on va avoir des informations qui vont être... Enfin, un travail, je te dis, bosser avec les ministères, les administrations, ce ne sera pas visible. Et du coup, les mecs, l'année suivante, ils vont être là, bah ouais, mais la SAGE, moi, ça m'apporte quoi ? Tu vois, les infos sur les festoches, je les avais déjà ailleurs parce que je fais de la veille, je regarde les sites ludiques, etc. Je vois pas pourquoi je continuerai à adhérer, ça m'apporte pas grand-chose, finalement. Et donc, si on bénéficie de l'enthousiasme de la première année, on aura peut-être allé, 300, 400 adhérents, super. L'année suivante, il y a de grandes chances pour qu'on ait moitié moins d'adhérents. Et même pas parce que ça se voit pas ce qu'on fait, par flemme, par oubli. Voilà, on aura les gens. Cette année, je ferai l'année prochaine. Voilà. Même parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait, c'est pas bien, juste parce qu'ils disent, bon là, moi le premier, je poursuis pas ce genre de truc par flemme ou par oubli, tu vois. C'est comme ça. Enfin voilà, faut le dire. Donc, moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que très vite, on va se retrouver avec un nombre d'adhérents qui sera pinette, on sera représentatif de rien du tout. Voilà. En étant membre à vie quand tu adhères, on ne pourra que grossir en nombre d'adhérents. Et pour le coup, on sera réellement représentatif puisque on va avoir de plus en plus d'adhérents et tout le monde restera membre à vie de la SAGE. Donc si on doit dialoguer de manière concrète avec des institutions dans 4-5 ans, on aura cette force-là, ce sera pour tout le monde parce que même le mec qui s'est inscrit il y a 4 ans, il sera encore dedans et on parlera en son nom. Si tu veux. Donc on va être crédible et légitime dans le temps, de manière pérenne. Alors pour compenser l'argent qu'on ne va pas gagner tous les ans si tu veux, parce qu'il faut qu'on arrive à faire tourner l'assaut, on aura des besoins. Si on ne sera jamais au niveau de l'union des éditeurs de jeux qui arrive à se payer un salarié, parce qu'encore une fois, nous en tant qu'auteur, on ne gagne pas de l'argent. Voilà, chiffre d'affaires. Mais tu vois, les éditeurs sont peut-être capables d'arriver à mettre au pot commun pour se payer un salarié à mi-temps ou à plein temps, tant mieux pour eux. Nous, c'est pas le cas. Donc on ne pourra jamais se payer de salarié. Si on arrive à se payer par exemple un intervenant, un avocat pour nous faire une conférence sur la propriété intellectuelle ou des trucs comme ça, on sera très heureux. Et c'est le max qu'on pourra faire, quoi, tu vois. Voilà. Donc, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est un système de projet chaque année. Ça pourrait être du financement participatif, par exemple, ce serait ce genre d'optique, où on essaierait de fédérer les auteurs autour d'un même projet. Ce qui permettrait en plus de... les auteurs, quand tu es adhérent à la SAGE, tu aurais moyen de participer à ces projets-là, si tu veux. Je prends un exemple, c'est peut-être pas ça qui va être retenu, mais on a émis une possibilité. Ce serait, admettons qu'on produise un livre l'année prochaine, un livre qui serait, ça s'appellerait 3D et un crayon. Et au début de l'année, tu vois, on met à contribution les adhérents de la SAGE, les auteurs francophones, en disant voilà les gars, dans 6 mois on va produire ce livre et dedans on va mettre des règles de jeu de plein d'auteurs. Voilà, vous avez 6 mois pour produire la règle d'un jeu où la contrainte c'est qu'il faut que ça se joue avec 3D et un crayon. Ça peut être un crayon par personne, joue sur une feuille blanche. S'il y a besoin d'une fiche à la Yams ou Roll Through the Edges ou l'autre truc, on mettra la fiche dans le bouquin, voilà. Mais le seul matos en termes physiques, c'est 3D et un crayon, du truc que tout le monde peut avoir chez soi. Donc du coup tu peux vendre seulement le livre et tu vois, tu pars en vacances avec tes gamins, tu as ton bouquin avec dedans, tu as un jeu de Catala, Boza, Henri Kermarek, Jonathan Pionnier qui est à côté là, qui est un jeune auteur non édité, etc. Tu as des gens de n'importe qui, tu vois, de n'importe quel auteur francophone, voilà, qui sont là et qui ont créé des jeux. Alors après, il y aura, je sais pas comment on fera un filtrage éditorial pour... On ne peut pas accepter tous les jeux, on verra. Bon. Après, le but c'est d'être le plus inclusif possible, on ne veut pas exclure les gens. Et si on voit qu'un jeu est bancal et qu'il ne marche pas, on essaiera d'avoir une discussion avec tact avec la personne en disant mon gars, je suis désolé, on ne va pas le mettre parce que ceci, cela, est-ce que tu comprends, t'énerve pas, enfin voilà. Et donc faire en financement ou par dotation.
c'est aussi compter sur le public qui répondent, mais qui répondent pour vous soutenir. Parce que si nous on a des jeux, c'est grâce à vous. Ça nous permet de viser plus large que les simples adhésions, si tu veux, où il y aurait que les auteurs finalement qui pourraient mettre au pot. Là, ça nous permet évidemment, non seulement ça va mettre à contribution les auteurs, parce que déjà ça va les faire vivre, on va être là, je vais essayer de proposer une règle de jeu, ça va faire vivre l'association, sinon notre travail ce sera que du sous-marin, relation avec les administrations et tout. En plus, si tu veux, on va produire un truc tous ensemble. Effectivement, c'est un objet qu'on va vendre aux auteurs s'ils veulent soutenir la cause, t'achètes le bouquin. D'autant plus si tu as pondu une règle qui est dedans, tu vas l'acheter, tu vois. Oui. Et en plus, effectivement, je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont être intéressés pour acheter ça, tu vois. Et puis ponctuellement, une fois par an, ça permet aussi aux joueurs ou aux autres de faire un rappel sur l'existence de la salle. Exactement, voilà. Et tu vois, les bouquins comme Board Games That Tell Stories de Ignacy Trzewiczek qui avait vu le jour sur Kickstarter il y a quelques années, il avait fait un volume 1, un volume 2. Le premier volume avait rapporté $15 000, le deuxième $25 000. Et dedans, si tu veux, tu n'avais que des anecdotes de grands game designers. Voilà, bon. Moi, j'ai pas envie que la sage parte sur du Star System où on interviewerait que des grands game designers parce que le but, c'est d'être, encore une fois, le plus inclusif possible. Et donc, si tu veux, de donner la parole autant aux petits qu'aux gros. Donc voilà, c'est l'esprit associatif, un peu. Voilà. Et donc, puis repartir sur des anecdotes, moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que dans ces cas-là, comment tu peux refuser ou admettre un texte ou un autre, c'est un travail que j'aurais du mal à faire. Je trouve ça pour le coup, ça peut exclure et j'ai pas envie qu'on fasse ça. Donc il faudrait essayer de rester hyper inclusif et de faire des trucs que tout le monde peut faire sans qu'on ait à faire de filtrage. Je pense que tant que faire se peut, c'est ce qu'il faudra faire. Mais après ça, s'il y a d'autres pistes, si tu veux, on doit en discuter avec les gens de l'association, des auteurs de jeux, quand on va se rencontrer à PEL. On va demander, les gars, si vous avez d'autres pistes de projets qu'on pourrait essayer de faire financer ou créer, qui ferait mettre à contribution, nous les auteurs, etc. et qu'on pourrait faire. Le but aussi, c'est d'essayer, pour nous, c'est vachement plus constructif et agréable que d'aller tous les ans à la pêche aux contributions, si tu veux. Le truc qui fait, payez votre contri avec ta petite cébite, c'est payez vos 15 € les auteurs et tout, c'est chiant. En termes de logistique, il faut recevoir tous les chèques, les machins, c'est pénible. Alors que là, c'est hyper constructif comme projet, on va essayer d'être autour d'une dynamique de la production d'un objet, c'est bien, voilà, c'est meilleur. Bon, pour l'instant, on s'oriente vers ce genre de modèle qui pourrait compenser le fait de devenir Mondravi, et donc on espère que ça va plaire aux gens de l'assaut et puis que ça va fonctionner après si on part sur ce modèle-là, etc. On espère aussi, en tout cas c'est vrai que le projet est beau, le projet est, on l'a dit, nécessaire, donc il est pour l'instant tout jeune, on va lui laisser le temps de mûrir un peu, de vous retrouver, d'en parler, de voir un petit peu effectivement où vous allez, comme tu disais, de confronter vos idées et puis on laisse passer Paris et Ludique. Après, il y a des chances qu'on se revoie nous cet été ou à la rentrée prochaine. Et puis on parlera de l'avancée quand on en saura un petit peu plus. Ça marche. En tout cas, joyeux faire part. Et puis merci pour la naissance de la Sage. Ça roule. Salut. Par contre, il va avoir du mal. Voilà.